Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti aujourd'hui pour la grande preview de ce Giro 2023, on va un petit peu découvrir les favoris, les étapes clés et un petit peu voilà, tout ce qu'il faut voir pour ce Giro 2023 106e édition pour succéder à l'homme en rose sur la miniature Jay Hindley qui ne tentera pas de se succéder puisque lui sera sur l'objectif du Tour de France cette saison, l'Australien qui a brillé deux fois lui sur le Giro, une deuxième place, une première place l'année dernière, un petit peu à la surprise générale puisqu'après une saison 2021 quand même assez fébrile, on l'attendait pas spécialement à ce niveau, donc le Giro peut être fait de surprises. On va regarder un petit peu le parcours qui nous attend avec 3489 km pour 51 400 mètres de dénivelé positif. C'est un beau parcours avec pas trop de passages au sud et sur les deux îles Sardaigne et Sicile, mais un parcours qui va être difficile, surtout en troisième semaine, comme souvent sur le Giro, mais la troisième semaine va être vraiment terrible, et notamment le contre-la-montre. On va le découvrir, puisqu'on va regarder un petit peu les étapes clés juste après. Mais d'abord, rappel de ce qui s'est passé l'année dernière, avec donc la victoire de Jay Hindley, après les abandons de plusieurs favoris, et un peu la contre-performance aussi de Richard Carapaz. Lui non plus ne sera pas sur le Giro cette année, il repartira sur le Tour de France. Richard Carapaz donc deuxième, Landa troisième, Nibali pour sa dernière saison qui avait terminé en beauté avec une quatrième place, Peyo Bilbao qui avait fait une belle saison l'année dernière, 5e, Jan Hirt, lui c'était la surprise aussi dans le top 10, 6e, Emmanuel Bourgman, Domenico Pozzovivo, Hugh Carty et Juan P. Lopez. Donc le top 10 de l'année dernière, on s'en rappelle malheureusement de l'abandon de Romain Bardet, mais il ne sera pas là. Romain cette année, il devrait être normalement sur le Tour de France. Maintenant, on va découvrir les étapes clés, les étapes à suivre de ce parcours et de ces 21 étapes. On commencera avec un prologue. Filippo Ganna, normalement, sera au rendez-vous pour aller chercher le premier maillot rose. Mais la première étape que j'ai notée, c'est l'étape 4 entre Venosa et le Lago Laziano. Une arrivée pas très difficile non plus, mais c'est ce type d'arrivée très tôt avec dès la quatrième étape déjà un petit point sur la situation. On verra s'il y a des leaders qui sont en difficulté. Ce ne sera pas forcément rédhibitoire, mais ça peut déjà mettre dans le rouge certains leaders. Donc on surveillera cette arrivée au Lago Lazzeno. Tout comme on surveillera l'étape numéro 7 avec l'arrivée à Gran Sasso d'Italia. Comme en 2018, cette arrivée au Gran Sasso, qui n'est pas non plus très dur. Les 5-6 derniers kilomètres, forcément, le sont. Mais le début est assez un peu plus roulant quand même. Mais il faut assumer. C'est une très longue ascension. Si une équipe a envie de faire mal, ça peut piquer. On verra qui succédera à Simon Yates. Et là aussi, 7e étape, c'est assez tôt. On verra un petit peu quels sont les hommes en forme et quelle hiérarchie on peut dessiner pour le classement général. La 9e étape, là, ça sera un contre-la-montre individuel de 35 km, quasiment en tout plat. Il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent pendant ce contre-la-montre. Ça serait intéressant de voir les écarts entre tous les leaders. Mais là aussi, on n'aura pas eu de grosses étapes encore, donc le classement général ne sera pas figé, puisque vous allez voir la dernière semaine qui est concoctée, elle est totalement folle. On aura cette 13e étape qui pourrait être mieux, je trouve, avec l'arrivée à Crans-Montana. On aura notamment le col du Grand Saint-Bernard et le col de la Croix de Cœur. Là, c'est deux ascensions vraiment qui sont vraiment super intéressantes avec ce petit passage en Suisse. Mais vraiment, ce qui est hyper dommage, c'est la petite vallée jusqu'au dernier col. Parce que c'était typiquement avec deux passages au-dessus des 2000 mètres et quasiment 2500 d'ailleurs sur le col du Grand Saint-Bernard, qui est très long. On a quasiment 35 km d'ascension. Donc voilà, avec les trois cols s'enchaîner, on aurait pu vraiment avoir une étape de fou furieux. La 15e étape, je l'ai noté parce que c'est souvent des arrivées qui sont intéressantes. Et ça sera l'arrivée à Bergame. Toujours les étapes un peu tracées comme un tour de Lombardie avec ce final à Bergame. Attention là aussi, ça peut tenter de partir de loin. On peut avoir une étape assez folle. Donc elle me plaît bien cette étape. Et là, on rentre dans la dernière semaine avec l'étape 16, l'arrivée au Monte Bondone, très dur. Ça peut faire déjà mal avant, mais ça m'étonnerait qu'on attaque avant. On va vraiment se réserver pour l'ascension finale, qui va vraiment faire, à mon avis,
très mal. Donc attention à cette étape numéro 16. Et on va enchaîner, hein, puisque derrière, on aura un jour un peu plus tranquille pour l'étape 17. Mais l'étape 18, terrible avec l'arrivée à Val d'Isoldo. Ce final, les 3 cols assez courts, mais ils s'enchaînent. Et ça peut faire très mal. Surtout que regardez l'étape 19, c'est l'étape reine de ce Giro avec l'arrivée à Tresima di Lavaredo. Là, on va avoir des passages terribles dans le final. Et forcément, les cols qui vont s'enchaîner, on va être quasiment toute la journée au-dessus des 2000 mètres. Enfin, plusieurs fois, on va passer 3 fois la barre des 2000 mètres. C'est une barre, comment dire, c'est vraiment une barre à passer très importante pour plusieurs coureurs. Donc là, on peut avoir du dégât et ça sera une occasion de renverser le général, puisque la 20e étape, elle est magnifique. C'est un contre-la-montre individuel d'une trentaine de kilomètres avec l'arrivée au Monte Lussari. Ça va être une étape totalement folle, un départ de 10 km assez plat et le dernier col qui est vraiment terrible, hein. C'est des pourcentages de fou furieux. Donc on s'en rappelle, c'était on n'avait pas la partie plate sur le chrono qu'il y avait eu en 2016, il me semble, remporté par Alexander Poliforov, si je ne dis pas de bêtises, ou d'ailleurs les Gazprom avaient été complètement incroyables avec Tirzanov également. Les deux avaient fait une étape totalement folle. Nibali, lui, avait perdu pied. Enfin bref, c'est souvent des étapes décisives et on s'en rappelle, une étape 20, il y a quelques années, sur un Tour de France, Primoz Roglic sera au départ, il avait perdu le tour sur une étape un peu de ce style à la planche des belles filles. C'était peut-être un peu plus simple à la planche, même si la planche c'est très difficile. Mais je pense qu'on va vraiment avoir une journée folle. Si les écarts sont très resserrés, ce contre-la-montre il va vraiment nous tenir en haleine pendant cette dernière étape. Puisqu'après, on le sait, l'étape d'après à Rome, ça sera un petit peu la parade. On va regarder maintenant les favoris, les différents favoris de ce Giro, et ils sont nombreux au départ. J'ai vraiment mis les principaux, hein. Je les ai pas tous faits. On va commencer avec Geraint Thomas, le vétéran véritablement, 36 ans Geraint, qui n'a jamais trop performé sur le Giro. Meilleur résultat, vous voyez, 80e en 2012. Après, il avait été pas mal en 2017, mais il avait été fauché, on s'en rappelle, avec Wilco Kelderman sur l'étape du Blockhouse. Il a remporté le Tour en 2018. L'année dernière, il fait podium aussi sur le Tour derrière les deux extraterrestres. Donc attention à lui dans les grands moments. Il a l'expérience, il peut nous claquer une belle perf, surtout que l'équipe Ineos, c'est vraiment un monstre à plusieurs têtes, avec des Georg Gunnar, avec des Sivakov, avec des Lorenz de plus, des Timon Arensman. Ça va être assez fort. Pas de victoire cette année, meilleur classement 15e du Tour des Alpes où il a été équipier. Donc on le surveillera quand même du coin de l'œil, Geraint Thomas. Ça pourrait être une surprise. On se rappelle, Hindley n'avait pas non plus les meilleurs résultats du monde l'année dernière. Un autre favori, lui aussi, par contre, lui c'est vraiment le vétéran, mais on l'adore, Domenico Pozzovivo, ce grimpeur de poche qui est désormais chez Israël, qui avait fait un top 10 encore l'année dernière. Il adore le Giro, donc on va compter sur lui. Très peu coureux cette année, seulement 10 jours de course. 6e du copier Bartali, et lui qui a déjà fait 2 fois 5e du Giro. Il adore le Giro, hein, souvent dans le top 10, Domenico Pozzovivo. On le surveillera, le petit grimpeur italien. Thibaut Pinot, on a envie de rêver côté français. Avec sa dernière saison, il adore les routes italiennes. On s'en rappelle de sa 4e place en 2017, où il aurait presque pu aller claquer un podium. Thibaut en 2017, il était vraiment très fort, avec aussi une victoire d'étape. 26 jours de course cette année, il a un bon rythme. Excellent Tour de Romandie pour sa dernière course de préparation, où il était pas loin d'aller chercher une victoire sur l'étape reine. On va le surveiller, Thibaut Pinot. Moi, je préférais qu'il soit un peu en marge du général et qu'il aille se chercher, pourquoi pas, le maillot de meilleur grimpeur et une ou deux étapes. On a Damiano Caruso, là aussi un autre vétéran, un Italien qui adore ses routes, qui brille pas spécialement cette année, mais il monte en puissance, lui aussi 3e du Tour de Romandie, 28 jours de course au compteur, donc lui il a quand même un bon petit rythme, et 2e du Giro il y a 2 ans, donc attention à lui, c'est vraiment l'homme qui peut faire très mal, Damiano Caruso. Et Hugh Carty, un coureur qu'on pense un peu enterré, mais qui revient pas si mal finalement. 8e du Giro il y a 2 ans, 3e de la Vuelta 2020, donc c'est un coureur qui est habitué à jouer le général sur les grands tours, et il est allé chercher une 2e place sur le Tour des Alpes qui était assez disputé cette année, donc attention à Hugh Carty pour un éventuel top 5, voire une surprise comme en 2020 sur la Vuelta avec un podium.
le grand grimpeur tout fin de l'équipe IF, qui sera bien accompagné aussi. Hein. Il y aura du Buitrago, il y aura du Rigoberto Urán. Donc belle équipe IF alignée sur sur ce Giro. Jack Haig, on va le surveiller, 3e de la Vuelta en 2021. Lui qui a quelques jours de course aussi au compteur cette saison. Et 3e du Tour des Alpes. Donc il a un bon petit rythme, Jack Haig. Et s'il est à fond pour jouer le général, parce que c'est un coureur qui joue souvent de malchance, s'il joue pas de malchance, franchement, ça peut être un sacré candidat pour une éventuelle place sur le podium. Alexander Vlasov, lui aussi, c'est un coureur qui peut aller chercher de belles choses, assez irrégulier, hein, faut bien l'avouer, c'est un petit peu celui qu'on annonçait comme un futur grand. Il a tout d'un grand, Alexander Vlasov, hein, il remporte souvent des courses, il est très puissant, mais il a souvent des jours moins bien, où il perd beaucoup, comme on l'a vu sur le Tour l'année dernière, on l'avait vu sur le Giro d'ailleurs en 2021. Donc voilà, c'est ça peut-être qui l'empêche d'être un petit peu plus haut dans la hiérarchie et d'aller éventuellement chercher une victoire. Ça serait beau qu'il aille chercher son premier podium, en tout cas sur un grand tour. Le Russe, 5e cette année comme meilleur résultat du Tour de la communauté de Valence. Joao Almeida, un coureur que j'adore, qui est impressionnant dans sa façon de courir. Commence l'ascension larguée et il monte au train. Et c'est véritablement un diesel, il monte en puissance, il remonte tout le monde. C'est assez intéressant. 2e de Tirreno, 3e de Catalogne, 22 jours de course. 4e du Giro en 2020 où il avait porté pendant de nombreux jours le maillot. Donc attention à Joao Almeida. Il a une très très belle équipe aussi côté UAE avec notamment Jay Vine, avec McNulty. Donc ça peut être très très intéressant et je vais vraiment le suivre bien attentivement. Almeida qui avait lui aussi abandonné l'année dernière alors qu'il était quasiment sûr d'avoir une place sur le podium. Donc ça va être une belle attraction à suivre, Joao Almeida. Allez, un dernier cours avant de passer aux deux gros favoris. C'est Auge Hogenhardt, lui aussi vainqueur du Giro en 2020, qui revient un petit peu. Donc attention, ça pourrait être la surprise un petit peu comme Jay Hindley l'année dernière, même si lui a beaucoup plus de résultats. 3 victoires d'étape cette saison. Il a remporté le tour des Alpes, il a été 3e de Tirreno et 3e de le Tour de la communauté de Valence. Donc c'est un coureur qui a du rythme, qui a gagné, qui a levé les bras cette saison, qui a une très très belle équipe à ses côtés. Donc c'est l'homme en forme, Auge Hogenhardt. Il a entre guillemets l'expérience d'avoir déjà joué un grand tour et en plus c'est le Giro qu'il a remporté. Donc ça aussi ça peut peser dans la balance. Je vais le suivre de très très près. Ça sera un coureur qui se battra pour le podium et voir ça peut être la surprise en cas de surprise des 2 prochains coureurs qui vont arriver. Allez, on va commencer avec Primoz Roglic, le Slovène, 2e de cette course en 2019, 3 Vuelta, donc voilà, lui aussi c'est un coureur qui est habitué à jouer les grands tours, 5 victoires d'étape cette saison, Tirreno et le Tour de Catalogne. Il est clairement très très bien affûté, 14 jours de course, 5 victoires d'étape. Il rivalise presque avec les Pogacar et les Vingegaard. Et j'aimerais beaucoup le voir gagner cette course parce que en 2019, il passe pas loin, on va dire. Mais voilà, il a joué vraiment de malchance aussi. Mais peut-être lui qui avait pas vu venir Carapaz en 2019. En 2020, il perd ce Tour de France. L'année dernière, il tentait tout sur la Volta et finalement, il abandonne alors qu'il était encore sûr d'avoir une 2e place. Donc ça serait beau qu'il aille chercher un nouveau grand tour et qu'il s'expatrie un petit peu hors de l'Espagne, puisque ces 3 victoires en grand tour, c'est sur la Volta, ce qui est déjà énorme. Mais j'aimerais beaucoup le voir remporter ce Giro, puisque 33 ans déjà, Primoz, ça va commencer à être de plus en plus restreint, même si bon, on sait que les coureurs peuvent briller assez tard maintenant. Et le dernier, c'est la pépite, hein, Remco Evenepoel, 22 jours de course, 4 victoires d'étape, lui. Le classement du UAE, Liège-Bastogne-Liège qu'il a remporté en solitaire. Monstrueux, il a déjà fait le Giro il y a 2 ans, mais il n'avait pas terminé, il n'avait pas non plus été au top. Mais il était encore très jeune, hein, 21 ans il avait à l'époque. Donc voilà, là on a un Remco Evenepoel qui a remporté la Vuelta l'année dernière. Véritablement en patron, il était monstrueux. Il va avoir le match retour avec Primoz Roglic. Il était face à lui aussi sur le Tour de Catalogne où il a perdu. Donc ça va vraiment être très intéressant la bataille entre ces 2 hommes. Ils sont
ils ont des capacités, on va dire, sur les mêmes étapes, parce que Remco a quand même bien progressé sur sa pointe de vitesse, donc il peut rivaliser avec Roglic, même si Roglic, c'est vrai qu'il est quand même très puissant, donc ça va être un peu plus difficile, mais pourquoi pas. En chrono, les deux c'est kiff-kiff, peut-être un petit avantage à Remco quand même, et après en montagne, quand ça va être de la haute montagne au-dessus des 2000 mètres, on a peut-être plus d'interrogations sur Remco que sur Primoz. Donc voilà, ça va vraiment être une bataille très intéressante à suivre. La fougue de Remco, l'expérience de Primoz, c'est une bataille très intéressante. Et moi, je vous avais posé la question, quel est votre favori? Il y a eu énormément de réponses. On en a eu beaucoup plus que l'année dernière. Je vous ai donc dressé un petit peu le tableau. On peut supprimer malheureusement Giulio Ciccone, que j'aurais beaucoup aimé voir sur ce Giro, qui n'y participera pas. Giulio Ciccone. On a donc une majorité pour les deux derniers favoris que j'ai présentés. 197 pour Remco Evenepoel, 131 pour Primoz. Donc voilà, vous avez vu Remco devant Primoz. Ensuite, on a très serré, on va dire, pour le podium, Geoghegan Almeida. C'est vraiment ce que je pense. Pour moi, c'est les deux qui peuvent aller chercher le podium. Et derrière, on a Vlasov, Pinot, forcément. Leknesund, j'ai été assez surpris. Je ne l'ai pas mis là parce que c'est un coureur que j'aime beaucoup, mais que je vois quand même bien juste pour jouer le général sur ce Giro. 8 votes pour Leknesund, donc je suis assez surpris. Ensuite, on retrouve Pozzo Vivo, Geraint Thomas un peu plus loin. J-Vine, qui pour moi ne va pas forcément jouer le général. Et ensuite, on retrouve les Jack Haig, 2 votes, tout comme Caruso et Carty. Donc là aussi, on va dire, ils sont à peu près au même niveau. Ensuite, on a du Arensman, du Barguil, du Lennart Kemna. Donc on va dire la hiérarchie que vous avez donnée, c'est un petit peu celle que je pense. Donc c'est assez cool. Mais ceux qui ont voté Jack Haig, ceux qui ont voté Caruso, Carty, Barguil, Arensman, attention les gars, parce que l'année dernière, je crois qu'il y avait 1 ou 2 votes sur tout le monde pour Jay Hindley. Donc ça ne veut pas forcément dire grand chose. On verra en tout cas dans 3 semaines quand ce Giro arrivera. Mais voilà un petit peu la tendance que vous avez dessinée. On va quand même citer les sprinters puisqu'il y en aura quelques-uns à surveiller. Caden Groves, Mats Pedersen, Alberto Dainese, Michael Matthews, Fernando Gaviria et Mark Cavendish. On surveillera un petit peu donc pour le maillot de Cyclamen. J'aimerais beaucoup Fernando Gaviria qui revient vraiment très bien. Il a remporté la dernière étape du Tour de Romandie avec un sprint tout en puissance. Donc vraiment très intéressant. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le petit Dainese qui avait déjà remporté une victoire l'année dernière au sprint sur le Giro. Lui qui est un gars assez rapide, c'est vraiment une boule d'énergie. Et franchement, il y a un beau petit plateau de sprinters. C'est pas non plus les meilleurs, mais ça va nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe parmi ces hommes-là. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais grosso modo, voilà un petit peu ce qui s'est dessiné. On en a terminé de cette présentation du Giro. J'espère avoir été assez complet. N'hésitez pas à faire un petit complément, vous aussi dans les commentaires, à me citer votre favori, pourquoi vous le voyez briller ou pas briller d'ailleurs. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous attendez également de ce Giro. J'attends beaucoup de choses parce que c'est habituellement mon grand tour préféré. L'année dernière, c'était... Bon, il y a peut-être eu l'abandon de Bardet qui a fait que, mais l'année dernière, c'était loin d'être ma course favorite. J'avais été assez déçu. Donc voilà, on verra ce que ça donne cette année, en tout cas. Et voilà, moi j'ai beaucoup d'attentes sur ce Giro avec un parcours qui est assez intéressant. On va peut-être s'endormir un petit peu en début de course, mais la dernière semaine va être folle. Le dernier chrono va être fou. Et on va avoir de très belles étapes, je l'espère, avec des coureurs qui vont poser les bols sur la table, mais avec des Roglic, des Evenepoel, des mecs comme ça. Honnêtement, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous attends et je vous dis à la prochaine. Ça sera samedi pour le départ de ce Giro sur PCM. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.